Bienvenue Stop Invest. Trois entreprises au programme aujourd'hui. On va parler de Bento, BRP et Malibu Boats qui font à peu près la même chose. Ok. Donc je dirais deux excellentes compagnies parce que Bento, c'est questionnable à la fin de la journée. Ok. Donc moi j'aime déjà, dès le début, j'adore, j'aime déjà ces deux entités-ci. Ok. Donc j'ai une préférence pour Malibu Boats. Donc on va quand même regarder à peu près ce qui se passe au niveau de Bento ici. Sans doute elle a un produit qui fonctionne très très bien sur les dernières années ici. Mais vous allez voir que quand vous allez comparer les trois ici, le choix sera vite fait. En tout cas, vous allez me dire en commentaire laquelle parmi les trois ici vous intéresse. Et quand on dit intéressé, c'est pas trop par rapport à la sous-évaluation ou quoi que ce soit, c'est déjà par rapport à l'historique même de ces compagnies-là, d'accord? Ce qu'elle a eu à rapporter par le passé, etc. OK? So, la plupart de ces entreprises, on les a déjà étudiées sur cette chaîne-ci, donc l'analyse sera très rapide. Ok, la seule entreprise qu'on n'a pas encore mentionnée ici, c'est BRP. Bento existe déjà, Malibu Boats existe déjà. Il me semble qu'elle était sous-évaluée à cette période-là. Et par rapport au prix actuel, je pense encore qu'on est encore un prix un peu plus bas que ça. Mais vous savez que les trois entités ont le même problème. Ce sont des entités cycliques. OK? Et parmi les trois entreprises, vu qu'on parle des trois ici, j'aimerais déjà vous dire ceci. Quand vous allez regarder ces entités-là, regardez généralement ici les entreprises qui ont un segment service. Parce que le segment service, il est moins cyclique que le segment ici, vente de bateaux, etc. Et attention, BRP ne vend pas que des... BRP ne vend pas que des bateaux. Il y a également des motoneiges, etc. On pourrait même également ajouter Polaris ici, mais on va en parler à nouveau. D'accord, Polaris, on l'a déjà également mentionné sur cette chaîne-ci. D'accord. So, posez-vous toujours la question de savoir les revenus proviennent d'où exactement, d'accord? Donc la segmentation des revenus, et également la géographie, également vous allez voir ici qu'est-ce qui drive la croissance des bénéfices nets ici ou bien la croissance des revenus ici. Ok? Est-ce qu'elle a un pricing power et quelle est la distribution? Toutes ces entreprises-là ont le même, vont à peu près, les questions que je pose présentement ici, il faut les poser sur chacune de ces entités-là. Maintenant, on va passer directement ici à Beneteau, ok? Donc vous avez vu que Malibu Boats est devant moi, mais vous allez comparer à Bento, regardez ça. Ça, c'est Malibu Boats, d'accord? En termes de bénéfices nets par action. Beneteau, quand vous comparez les deux visuellement, vous pouvez déjà voir ici qu'il y en a une ici, elle est dans un business qui n'est pas si facile que ça. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'évaluer, d'accord? Donc déjà, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces périodes de baisse-là, ok? Sans doute, comme je l'ai dit, c'est une entité qui reste ici cyclique, ok? Même si Malibu Boats également est cyclique, mais Malibu Boats ici est en période de consolidation, elle est en train de consolider un secteur d'activité, ok? Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a des bénéfices nets un peu plus stables que ça. Attention. Donc, néanmoins, on va sur Bento ici. Qu'est-ce qu'on observe déjà en termes de revenus? On va rapidement ici. Donc, le revenu ici, voilà, vous pouvez le voir ici que c'est clairement cyclique. Même s'il y a une certaine croissance sur les dernières années et une accélération à partir de 2020 par là. Ok. La marge brute également, qu'est-ce qu'on constate au niveau de la marge brute? Est-ce que nous avons une marge brute qui est à peu près stable ici? Oui. Moi, j'aime déjà ça. C'est une entité qui est cyclique du point de vue revenu ici, mais en termes de marge brute, elle arrive à peu près à maintenir ses marges brutes stables. C'est déjà un premier bon point. Ok. Maintenant, en termes de marge EBITDA, même si on n'a pas de bénéfices nets ici, déjà, j'aimerais voir des marges EBITDA un peu plus stables. Ici, vous constatez qu'en termes de marge EBITDA, on a une pression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plus grosse dépense, enfin pas la plus grosse dépense ici, elle a du mal ici à réduire les coûts d'exploitation. OK? Même si elle arrive à maintenir ses marges brutes malgré le fait que le revenu varie, elle a du mal à réduire les coûts d'exploitation. Peut-être c'est justifié dans le sens où voilà, la main-d'œuvre ici est peut-être spécialisée et en période difficile, elle n'est pas. Enfin, voilà, il sera difficile pour elle de se séparer des employés qualifiés. C'est un exemple, hein, je le fais juste comme ça. OK? Donc il faut aller vérifier ça ici. Mais dans tous les cas de figure, ça reste un business qui est cyclique, donc on s'attend à ce qu'il y ait une variation de marge, etc. Mais voilà, ce qu'on aimerait voir ici, c'est pourquoi est-ce que depuis 2018, on a des marges ici. Voilà, les marges de 2008 ici, ça fait longtemps qu'on ne les a pas atteints. Ça fait très très longtemps. OK? Est-ce que l'entreprise également a changé? Peut-être également le produit qu'on vend ici. Voilà, on a peut-être ici différents produits, etc. Donc en termes d'acquisition, est-ce qu'on a fait des acquisitions ici sur les dernières années? On constate ici que oui, il y en a une ici, il y en a une autre là, mais ce sont des petites acquisitions parce que c'est quand même un marché d'1 milliard, c'est quand même un revenu de 1,5 milliard ici. OK? Donc en termes de bénéfices nets, qu'est-ce que ça donne ici? Net income, on met ici net income, free cash flow, ça donne quoi? Donc net income et free cash flow, je mets ça sur le même graphique. Vous constatez quoi? Constatez ici que les net income, les free cash flow sont instables. Quand on les met ici sur le même graphique, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit donc prendre? Qu'est-ce qu'on doit donc laisser? Alors ici, normalement, vous devez normaliser les résultats. Franchement, normaliser, ça veut juste dire ceci. Je suis d'accord que l'entreprise ici est un tout petit peu cyclique, ok. Le but ici est notre but ici n'est pas d'avoir le chiffre juste ici, mais à peu près une moyenne de bénéfices nets ici,
ok? Et vous constatez que si on prend ça depuis à peu près sur les 20 dernières années, on aura à peu près 53 millions. Mais si on le prend sur les 10 dernières années, on aura quelque chose aux alentours de 45 millions ici, ok? Sur les dernières années, il gagne près de 100 millions. Et les analystes ici s'attendent à combien en termes de bénéfices nets? Et c'est ça qui est souvent compliqué sur ce genre de business-ci. Moi, je veux vous dire que déjà, dès le début, je sais que je ne paierai pas plus de 10 fois les bénéfices ici. Même si je pourrais aller à 15 fois, il y a une certaine, le niveau d'endettement ici également, qu'on n'a pas peut-être vérifié. On peut le regarder ici à nouveau. Le niveau d'endettement ici est à ce niveau. On constate ici que la dette nette est aux alentours de, voilà, ça c'est le nombre d'actions, excusez-moi. La dette nette ici est de combien? Donc, en termes de dette nette ici, nous avons quelque chose, nous avons une dette nette ici aux alentours de 56 millions. Elle n'a presque pas de dette. Et c'est ça qui est bien pour une entreprise, c'est qu'elle n'a presque pas de dette. Maintenant, si on doit l'évaluer ici en se basant sur l'estimation des années, tout en vérifiant est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison, vous voyez, je vous laisse tirer les conclusions. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et si c'est compliqué, d'accord, soit je paye la moyenne des bénéfices nets, ok, et je vous ai déjà montré ça sur la première vidéo. Ici, par exemple, je vais être un peu optimiste, d'accord. On va se dire que si elle arrive à rapporter à peu près les bénéfices nets attendus en 2022, 2025 ici, on ne paiera pas plus de 10 fois les bénéfices, d'accord. Parce que ici, c'est 2025, ok. Et également, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Maintenant, si vous voulez y investir, posez-vous la question de savoir comment est-ce qu'elle va faire pour générer ces bénéfices nets. Quel est le driver derrière? Est-ce que le carnet de commandes est élevé? Et si le carnet de commandes est élevé, est-ce qu'il couvre 1 an ou 2 ans de commandes ici? Auquel cas on a une certaine visibilité, mais on ne paiera pas plus de 10 fois les bénéfices pour ce business-ci. Ok? On ne paiera pas plus de 10 fois les bénéfices. Également, vous pouvez essayer de l'évaluer ici du point de vue actif tangible par action. Est-ce qu'on a des tangible book value per share ici? Qu'est-ce que ça donne? On voit ici que si on devrait l'évaluer par rapport à son book value ici, si on vend toute l'entreprise ici, on repaye la dette, etc., on vend tout le matériel, on récupère à peu près 7,50 $. 7,50 €. Par rapport au prix actuel, c'est 2 fois les EBITDA ici, 2 fois le prix actuel. Enfin, c'est la moitié du prix actuel, on va le dire comme ça. Donc, c'est pas plus mal que ça. Donc, au moins, on a ici le coussin du book value. Maintenant, il faut regarder en termes de croissance des revenus, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans cette industrie-là, blablabla. OK? Je pense que vous êtes déjà vacciné. Donc, vous voyez ici que cette compagnie, ce n'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas aussi facile que ça. Si moi je devais choisir ici, j'aurais fait ceci techniquement. Voilà, je regarde les net income qu'on a eu à rapporter sur les dernières années. OK? Ces net income-là, je prends ici la médiane de ces revenus-là, des bénéfices nets, même si la dernière fois j'avais pris à peu près la médiane ici des marges. Vous pouvez également le faire comme ça. Donc on a à peu près 45 millions ici. OK? Le 45 millions ici, je sais que je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices sur ces 45 millions-là. OK? J'ai pris 10 fois les bénéfices ici tout à l'heure parce que je prenais en considération la croissance future. Et moi, je n'ai pas confiance à cette estimation-là. Parce que vous avez vu ici là que c'est difficile de faire des estimations sur les bénéfices futurs de cette compagnie-ci. Et vu l'historique également ici, attention. À 15 fois les bénéfices maximum ici, je dirais que je ne paierai pas plus de 675 millions ici. 675 millions ici, ça représente à peu près la moitié de ce qu'on a ici aujourd'hui. Donc je me dirais que, idéalement, j'aimerais payer aux alentours ici de combien pour ce business-ci. Ça, c'est si je prenais la médiane sans prendre en considération la croissance. Je rappelle encore bien, d'accord? On sera aux alentours de 8 € ici, presque au niveau du book value. Donc idéalement, mon prix idéal serait aux alentours du book value. Mais attention, aujourd'hui, elle rapporte une centaine de millions. Il semblerait-il qu'elle soit bien partie pour rapporter bien plus que ça cette année. Il faut également aller lire les rapports financiers, qu'est-ce qu'on a dit, quelles sont les prévisions ici. Mais ça reste un business cyclique. Comme je l'ai dit ici, si vous rentrez sur ce dossier-ci, c'est parce que vous avez une certaine visibilité sur 2-3 ans. Et encore, vous devez payer des multiples très peu élevés. Okay? On s'attend ici à générer à peu près une centaine de millions, 150 millions ici en moyenne sur les 3 prochaines années. Tant mieux. Mais ici, le postulat qu'on prend quand on veut investir à long terme, c'est la stabilité des bénéfices nets. Je ne veux pas des trucs qui varient. Et or, le passif de cette entreprise ne parle pas pour elle. Et encore une fois, c'est que ça, c'est quand on regarde les chiffres. Maintenant, quand on va regarder le produit, etc., la demande pour le produit, le raisonnement sera différent. Elle peut payer ce dividende-là. De toutes les façons, elle se réserve généralement le droit de le couper. Elle n'a pas de dette également ici, donc c'est correct. Donc maintenant, pour ceux qui vont aller sur Bento, faites attention. Ça, c'est pour Beneteau ici. Maintenant, on va parler de la compagnie qu'on appelle BRP. On n'en a jamais parlé sur cette chaîne. C'est une compagnie canadienne, québécoise. C'est Bombardier, en fait. Donc, elle faisait partie du groupe Bombardier avant. Voilà, il y a eu tout un scandale par rapport à la séparation de ce business-ci précédemment ici, parce qu'en fait, c'était à peu près le joyau de la couronne quand il fallait démanteler ici Bombardier. OK? Parce qu'il y avait Bombardier
la partie des trains ici, Bombardier la partie des jets privés. Il y avait également ce Bombardier ici qui représentait à peu près la partie ici des leisure products. Donc, quand on parle ici de leisure products, ici, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà à peu près ce que Bombardier, cette compagnie ici fait, d'accord? Quand on va regarder les différentes marques ici, vous avez à peu près, voilà, on va prendre ça, on va mettre our brand ici. Vous avez ceci, les motoneiges, vous avez des quads, vous avez ce genre de produits ici, voilà. C'est des petits trucs de karting, voilà. Vous avez des bateaux à moteur, enfin, on appelle vraiment ça des power boats, d'accord? Ça, vous avez également une gamme accessoires, d'accord? Voilà, accessoires, maintenance, ce genre de choses-là, ok? C'est une bonne chose. Donc, quand on va regarder les revenus maintenant de DOO, enfin de BRP, je pense que c'est Bombardier Recreative Product, si je ne me trompe pas, c'est ce que ça veut dire, hein, ou bien Recreational Product, je ne sais pas. Bref, entre les deux. Donc, quand vous remarquez ça, comme vous allez le remarquer, si le revenu est croissant, on adore ça. En termes de gross margin ici, qu'est-ce qu'on observe? La marge brute ici est à peu près stable. Ces dernières années, toutes les compagnies qui exercent dans le secteur ici, voilà, des leisure products, les revenus ont augmenté. Faites attention. Toutes les compagnies, tout simplement parce que quand il y avait les confinements ici, les seules activités qu'on pouvait faire ici sont les activités en pleine nature. Ok, donc vous avez vu ici qu'il y a des compagnies comme Vista, qui ont eu Vista Outdoor, qui ont fait beaucoup d'argent, etc. Bref, vous remarquez ceci. On a à peu près, moi je considère qu'on a à peu près des bénéfices net stables. Au contraire, elle a même augmenté peut-être les prix ici. D'accord, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'elle va pouvoir maintenir ça? C'est le gros point d'interrogation. On va regarder ça ici avec les marges. Vous constatez ici en termes de marge EBITDA, qu'est-ce qu'on observe? On avait des marges EBITDA ici à peu près stables également, même s'ils sont un peu plus élevés ici aujourd'hui. Le plus important est de savoir est-ce que ça va être maintenu. Le net income ici et free cash flow, est-ce qu'ils vont dans le même sens? Net income et free cash flow, vous voyez ici que c'est, voilà. Ça augmente tant bien que mal, même si les free cash flow sur les dernières années ici, depuis à peu près 2020-2021 ici, sont questionnables, mais il doit peut-être avoir une série d'investissements à ces niveaux-ci, toujours aller vérifier. En date d'aujourd'hui, on a des net income assez élevés, d'accord? Donc, quand on prend ici la dette nette sur EBITDA ici, enfin, le niveau de dette nette ici aujourd'hui, on a une dette nette aux alentours de 2,850 milliards. Si on le prend par rapport au net income actuel, elle peut repayer sa dette nette ici en 3 ans et demi, ok? Donc, c'est possible qu'elle repaye la dette. Et si on prend la médiane des dernières années ici, elle peut le faire ici en moins de 10 ans. C'est toujours une bonne chose, ok? N'oubliez pas. Donc, maintenant, quand on va prendre ce business, on doit se poser la question de savoir est-ce que les marges actuelles vont durer? Les analystes sont à peu près confiants. Elle rachète également massivement ses actions, ok? Quand on va le voir ici par rapport aux analystes, est-ce que les analystes sont prudents par rapport à ce dossier-ci? Et c'est un dossier qui va se négocier à 15 fois les bénéfices. Je ne serais pas prêt à payer bien plus que ça. Les analystes ici s'attendent à peu près à des bénéfices nets de plus en plus élevés par action. C'est une bonne chose, ça veut dire qu'ils sont assez optimistes. Les marges ici ont tendance à être bien plus, enfin, aux alentours de 9 à 8% par là. Donc, c'est également bien. Ça veut dire qu'ils sont assez optimistes. Tant mieux. D'accord? Quand je regarde également la courbe ici de BRP, c'est beau à voir, n'est-ce pas? Donc, si BRP aujourd'hui, qui a une dette nette aux alentours de la dette nette ici par action représente comme, extrapolons un tout petit peu, on s'attend peut-être à peu près à 14,98$ d'ici 2026 ici, multiplié par 15 fois les bénéfices. OK? Moins la dette nette par action. On a une dette nette par action de combien ici en date d'aujourd'hui? On va regarder ça au niveau de Fungraft ici. La dette nette par action se retrouve à combien? Tac, tac, boum. On a la dette nette par action ici en quarterly. On a à peu près 35,41. Je vais mettre 36 ici, d'accord? La précision ici, c'est pas plus grave que ça. On est à 36. De toute façon, on réfléchit en termes de rendement. On est à 188, 189 $ l'action. Idéalement, si tout se passe bien. OK? Ça veut dire également quoi? Si je retourne l'équation, ceci. Si c'est une entreprise qui a la capacité de rapporter à peu près 14,98$ d'ici 2026 par rapport à la capitalisation boursière actuelle, à peu près à 112 $ canadiens, d'accord? Ça représente à peu près 13% de rendement par rapport au prix actuel. En date d'aujourd'hui, le rendement est à peu près aux alentours de 11%. Donc, ça veut dire que si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets des 12 derniers mois ici, vous aurez à peu près un rendement de 11%. Elle distribue également un dividende, c'est encore de 0,65%. Comme je le remarquais hier ici, le plus important, c'est le rendement sur vos coûts d'acquisition. En date d'aujourd'hui, il est le 11% et il pourra aller jusqu'à 13% ici. Donc, on a un potentiel de croissance. C'est beau à voir. Mais on sait également que c'est un business assez cyclique. OK? Donc, on va essayer de regarder ici dans les revenus. Est-ce que l'entreprise ici maintient ses perspectives de croissance, etc. On peut le voir ici. Hein? Voilà, on est sur les rapports financiers, n'est-ce pas? On va sur Investor, on va ici sur In Financial Information. Pourquoi pas? On va regarder ça rapidement. On va regarder les derniers rapports financiers de cette compagnie-ci. Quarterly Report, qu'est-ce qui se passe ici? Vu qu'on a ça devant nous, on va essayer de regarder ça rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on nous présente ici aujourd'hui par rapport à cette compagnie-ci? Je vais aller sur les perspectives d'avenir directement. Si les perspectives sont bonnes, c'est parce que précédemment, c'était déjà assez intéressant. Attention, ici, il faut aller écouter le conference call. Faites très, très attention. Vous voyez ici que voilà, ils s'attendent ici à peu près à une croissance. Voilà.
En termes de revenus ici 2024, ils s'attendent à peu près à 940 millions. D'accord? Son année fiscale se termine souvent quand? Au 1er janvier 2023. Donc, son année fiscale est déjà terminée ici. Donc, elle est déjà en 2024. Faites attention. Et on s'attend en 2023 à près de 900 millions par là. 900 millions par rapport à la capitalisation boursière actuelle, on est à peu près, on se retrouve à peu près à quelque chose de 10% de rendement, peut-être même bien plus que ça. D'accord? Donc on peut se dire ici qu'ils sont optimistes, en tout cas jusqu'en 2024. Pour le moment, c'est bien. Maintenant, il faut aller écouter le conference call, qu'est-ce qu'il en est, etc. Donc tout est là, tout est posé devant vous. Ok? Donc moi j'aime bien ce business-ci. D'accord? On aura tendance à se négocier à des PER très peu élevés. Elle va racheter massivement ses actions. Parce que le but ici de ce genre d'entreprise, il ne faut pas distribuer le dividende présentement. Racheter massivement les actions ici, tant mieux. Et si vous regardez bien cette compagnie ici, regardez, on est à peu près en termes de description ici. Donc, en termes de dividende, qu'est-ce qu'on observe? On observe ici que c'est un business. Voilà. Ici, parce qu'il faut faire attention. Elle a augmenté, si elle n'avait pas augmenté sa dette, parce qu'elle a augmenté sa dette, ici vous avez vu que les free cash flow étaient un peu fluctuants ces dernières années ici, juste avec les buybacks ici, ça vous aurait eu à peu près un rendement supérieur à peu près à 3,8%. Mais le fait qu'on ait augmenté la dette ici, ça vous donne à peu près un rendement de 3,81%. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Vous pouvez observer ici que la dette n'est pas un problème. OK? Donc, il y a de fortes chances que cette compagnie ici paie un dividende dans le futur. Enfin, de plus en plus élevé. Il y a également de fortes chances qu'elle rachète massivement ses actions. Moi, j'aime ça. De toute façon, c'est ce qu'elle fait présentement et c'est la bonne décision. OK, c'est efficient pour nous. OK, mais à un moment donné, elle va plus distribuer un dividende par rapport au rachat d'actions. Elle va plus privilégier la distribution du dividende par rapport au rachat d'actions. OK, maintenant, pour ceux qui sont intéressés pour cette compagnie, on va se dire que le prix actuel est très intéressant. OK? Ça, c'est pour BRP. OK? Donc, vous mettez BRP dans la watchlist. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On met BRP ici dans la watchlist. OK? Boom. Maintenant, en termes de, par rapport à MBUU, la vidéo longue sur MBUU existe ici, je ne vais pas revenir dessus, d'accord, vu qu'on en a déjà parlé, le raisonnement ici reste le même. C'est un business qui peut se négocier à 15 fois les bénéfices. Est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison ici? Oui, mais il ne faut pas également oublier qu'elle est en pleine période de consolidation. On était également sur un marché assez haussier ici. Elle est plutôt stable ici, mais vous ne soyez pas surpris des variations qui pourraient survenir ici. Faites attention, parce que c'est un produit ici, il faut savoir à peu près qu'on ne l'achète pas plein tarif, on l'achète généralement à crédit. Il faut également voir quel est le niveau, quelle est la distribution. Est-ce qu'il y a une partie accessoire? Mais si on se négocie ici par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, si on se négocie à 15 fois les bénéfices, ça fait $119 à l'action. Moins la dette nette, d'accord? La dette nette en date d'aujourd'hui, c'est combien? D'accord? Idéalement, pour ceux qui sont des matheux, oui, ajuste, etc. Mais voilà, nous, on considère toujours ici qu'on va la garder jusqu'à cette période-là. Est-ce qu'elle a un niveau de dette nette assez élevé? Non, elle a du cash net. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? Le niveau de dette nette diminue de plus en plus. Ça veut dire que l'entreprise paye de plus en plus, elle privilégie de plus en plus le remboursement de la dette ici. Même s'il n'est pas assez élevé, de toutes les façons, elle a toujours été bien gérée. Donc, la plupart des acquisitions qu'elle fait ici, c'est sur fonds propres. On peut également voir ici, les free cash flow sont plus élevés. C'est très bien. D'accord? Moi, j'adore ce business-ci. Il est cyclique, etc. Mais le prix actuel est tout simplement une aubaine. Dites-vous que si l'entreprise se négocie à 15 fois les bénéfices, vous aurez à peu près un rendement aux alentours ici aux alentours ici, on aura un prix aussi un prix aux alentours de $120. OK, si on le prend ici 15 fois les bénéfices par rapport à ce qu'on attend ici en 2024, parce qu'on s'attend à des bénéfices nets moins élevés en 2024 parce que 2023 a été une année exceptionnelle. OK, et si c'est le cas, on va se dire qu'on sera à peu près à 114 € ici. Même si on le prend à 10 fois les bénéfices, on est toujours à un niveau assez bas. Et dites-vous qu'il y aura encore une croissance dans le futur. Moi, j'adore cette compagnie-ci. Et au prix actuel, cette compagnie-ci est sous-évaluée. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Je n'achèterai jamais une entreprise sans lire les rapports financiers et je vous encourage toujours à le faire. Donc, parmi ces 3 entreprises en date d'aujourd'hui, ont plus intéressantes que Beneteau. Voilà. Et ça, c'est parce que j'ai comparé. En Europe également, j'aurais pu prendre d'autres entités. OK? Donc, si vous avez besoin d'alternatives, vous les avez devant vous. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.